Alors du coup, l'implication des familles, c'est un modèle qui est omniprésent en soins palliatifs, c'est très étendu en pédiatrie. Ça permet de diminuer l'angoisse de l'enfant, ça met en confiance les parents, ça les, réaffirme dans leur rôle protecteur, ça permet du coup de, montrer leurs sentiments et de leur prouver leur utilité. De façon plus générale, ça permet, d'éliminer les sentiments de solitude, de détachement que peut ressentir la famille, de favoriser sa satisfaction, pardon. Ça permettrait, d'améliorer la qualité des soins et ça préparerait du coup le retour à domicile du patient. C'est un processus qui nécessite, 3 étapes. Heu, Premièrement, partager des informations avec la famille. Ensuite, la soutenir, encourager sa présence et ensuite on pourrait, l'intégrer, heu, dans les soins. Ça se passe sur une triade entre le patient, la famille et l'équipe soignante, qui est un processus qui doit être réfléchi, structuré avec, une adhésion de la, totalité de l'équipe. Bon après c'est sur la notion de l'aidant naturel, on voit que ça a été légiféré depuis 2005, mais, dans la loi, il est prévu, qu'avant de participer, aux soins, il faut qu'il y ait forcément une éducation, un apprentissage adapté. Il y a différentes préconisations un peu pratiques qui ont été créées, dans lequel cas il faut que le soignant soit proactif, disponible dans l'écoute des besoins de la famille, identifier, les proches qui vont aider, pour communiquer avec eux et établir une relation de confiance. Heu et même d'anticiper les situations à risque et d'évoquer en équipe les situations qui peuvent être complexes. Donc tout au long de l'hospitalisation, il va falloir valoriser, le rôle du proche aidant, vérifier s'il y a un entourage pour soutenir le soutenant, avoir des soignants qui soient disponibles. Bon, vous l'aurez compris, bienvenue dans le monde merveilleux des Teletubbies, c'est une totale utopie. Une réanimation, ça ressemble un peu à ça. Beaucoup de machines pour de la suppléance d'organes, ça fait du bruit, c'est stressant, c'est hyper technique. Dans certaines études, on parle même de proches qui auraient ressenti de la sidération, lorsqu'ils seraient rentrés pour la première fois dans une chambre de réanimation. Et donc du coup, ça va provoquer, certains effets sur la famille, plusieurs types de bouleversements, à la fois physiques, avec de l'asthénie, sociaux, familiaux, même psychologiques. Certaines études estiment qu'il y a plus de 70 des proches des patients de réanimation qui éprouveraient ou qui auraient éprouvé des symptômes d'anxiété et de dépression. Et sur l'étude de ICE qui est, juste en dessous, il y a même 1 an après, certains proches, auraient même développer, non plus des symptômes, mais clairement des maladies psychiatriques. Donc pour la famille, ça va être, ils vont vivre dans l'incertitude, la peur de perdre leurs proches, d'être, totalement impuissants. Ils peuvent se sentir obligés de venir participer, du coup, dans les soins parce que ça peut être la façon dont ils ont été abordés par l'équipe et ça va entraîner de la frustration, voire de la dépression. Ça peut entraîner, le fait de favoriser l'implication des proches, dans les soins, un délaissement des autres membres de la famille, peut-être une modification des rôles familiaux. Prenons un peu le cas une famille un peu traditionnaliste. Comprenez un peu dans cet exemple-là, un peu la vision un peu machiste de la mère de famille qui joue, tout le rôle à la famille. Si c'est la mère de famille qui est hospitalisée dans votre service de réanimation, souvent, son rôle il est repris par l'aîné de la famille qui peut entraîner différentes problématiques à la maison, difficultés relationnelles, notamment difficultés de communication entre le patient et le proche aidant. Il y a toujours le cas de le patient trachéotomisé ventilé qui va tenter de communiquer, sur lequel ça peut entraîner différentes problématiques avec le proche qui n'arrive pas à lire sur ses lèvres. Notamment, beaucoup de familles ont ressenti la non-considération des soignants. On parle même que les soignants ressentent la famille comme étant un fardeau et différentes difficultés, dans la vie. Participer dans les soins, ça nécessite d'être, peut-être un peu plus présent à l'hôpital. Si vous êtes plus présent à l'hôpital, peut-être que vous travaillez un petit peu moins, vous avez pris des prédispositions pour être, plus à même d'être à côté de votre proche. Ça peut entraîner des difficultés de garde d'enfants, des pertes financières, forcément de la fatigue, et cetera. On parlait tout à l'heure d'une nécessité de formation et je vous ai pris une petite photo, elle date, elle a 8 ans.
Je m'étais dit qu'un jour, je pourrais l'utiliser quelque part, et c'est un peu le cas. C'est une sonde d'intubation, et ce que vous voyez à l'intérieur, ce n'est pas du mucus, c'est une famille qui a tenté de nourrir leurs proches en mettant de la banane écrasée dans une sonde d'intubation. Alors clairement, ça s'est très mal passé, le patient a fait un arrêt cardiaque hypoxique. Je vous rassure, elle a été récupérée, mais étant un patient neurolésé, on ne peut pas trop évaluer est-ce que ça a dégradé son pronostic neurologique ou pas. Et d'un point de vue de l'équipe pluriprofessionnelle, maintenant, on pourrait s'interroger, il y a toujours la problématique du temps, parce qu'on sait que les équipes de réanimation sont quand même en souffrance, on manque de personnel. Si vous manquez de personnel, forcément, vos équipes sont moins disponibles. En même temps, il va falloir former les proches, il va falloir les accompagner dans les soins. Et on pourrait se poser la question aussi, est-ce que du coup l'équipe adhère au projet, ou est-ce que c'est comme certains projets un peu une décision unilatérale de l'équipe médicale qui va être un petit peu imposée à toute l'équipe. Et on pourrait se demander, est-ce qu'il y a cette fameuse personne, vous savez, celle qui a une analyse un peu fine qui pourrait permettre de choisir la famille adéquate pour leur proposer de participer aux soins, qui pourrait permettre aussi un accompagnement des proches et des soignants. Je parle un peu de la licorne qu'on rêve tous d'avoir dans une réanimation, c'est-à-dire le psychologue. On rêve tous d'avoir, mais malheureusement, il n'y a que les chanceux qui ont le droit d'en avoir dans leur service. Et enfin, il y a toujours la question du jeune diplômé ou du nouvel arrivant qui peut aussi limiter ses contacts avec la famille de peur d'enfreindre la confidentialité ou même de s'exposer aux critiques, au jugement, parce que c'est toujours compliqué de travailler avec quelqu'un qu'on ne connaît pas en face. Et ça peut également entraîner des difficultés pour s'imposer face à une famille. Je me rappelle, dans l'étude qu'avait menée Chérine, on avait une famille de gens du voyage sur lequel la mère de famille voulait à tout prix participer. Donc on s'est dit, de bonne volonté, venez participer avec nous. Et en fait, ça a été le plus grand fiasco, je pense, on peut dire, de cette étude, dans le sens où la mère de famille refaisait même vos pansements, ouvrez vos pansements parce que vous les avez mal faits. Elle avait décidé de mettre du miel dans toutes les plaies parce qu'elle avait vu sur Internet que le miel, ça fait cicatriser. Donc bref, une véritable catastrophe. Il y a toujours les problèmes de formation. Quel rôle je peux donner à une famille? Quelle action? Est-ce que je dois former mon personnel? Mais comment je dois former mon personnel justement pour les faire participer? Et la phase un peu mignonne, en fait, on voit où les soignants, c'est quand même des gens toujours qui considèrent les patients et les proches. Et certains, en fait, ils vont refuser de faire participer la famille parce ils vont se dire, je tiens au respect de l'intimité de mon patient. Il peut se sentir gêné peut-être d'être nu devant un de ses proches. Et on va vouloir aussi peut-être protéger psychologiquement le proche et le patient, parce que ça peut être des fois un peu compliqué de faire, par exemple, une mobilisation, ne serait-ce que tourner un patient qui est un peu algique. Ça peut générer de l'angoisse chez la famille, qui va forcément se répertorier sur le patient. Et en pratique, ça va nécessiter un changement de la routine de travail, de planifier les soins. Forcément, une augmentation de la charge de travail, ça peut constituer également une entrave aux soins. Et ça va nécessiter forcément de toujours réévaluer de façon régulière à ce que le proche aidant en fait ne s'épuise pas, parce qu'il y a des cas rapportés de quand les proches aidants étaient épuisés, on pouvait aller sur des extrêmes, voire même de la maltraitance. Et finalement, pour le patient, on pourrait se dire, lui, il est un peu au centre de tout ça, il a déjà une perturbation de l'image de soi. Il peut se sentir coupable dans le sens où il a l'impression d'être un poids pour sa famille, qui sont même obligés du coup de venir s'occuper de lui en plus des soignants. Ça peut aussi perturber son sommeil parce que vous savez que le rythme de sommeil en réanimation, c'est quand même quelque chose d'assez complexe. Et vu qu'on planifie les soins à l'avance, ça va être un peu dur peut-être d'arriver au pile poil sur un moment où il est réveillé. Et j'en parlais juste avant, en fait, si vous avez un proche qui est stressé, qui est angoissé, ça va forcément se répertorier sur le patient et ça va augmenter son anxiété. Et on pourrait se poser une dernière question, en fait, est-ce que du coup mon patient, je lui ai demandé son avis? Est-ce qu'il était consentant? Et s'il était consentant, on sait des fois qu'on fait participer des familles sur des patients qui sont cérébro-lésés, mais est-ce que du coup ils sont vraiment consentants? Est-ce qu'ils ont vraiment la pleine conscience de ce qu'ils demandent du coup à leurs proches?
Et pour finir, je finirai par une image de physique quantique, un truc qui n'a rien à voir. Heu, l'expérience du chat de Schrödinger, pour ceux qui connaissent, 1935, c'est un physicien qui a décidé de mettre, une expérience un peu folle, de mettre un chat dans une boîte avec, une source de poison et une source de poison qui pouvait se déclencher et se briser de façon totalement aléatoire. Vu que la boîte est fermée, personne ne peut savoir si du coup le poison s'est déversé ou pas. Donc est-ce que le chat est vivant ou mort? Personne ne le sait. Vu que personne ne le sait, on pouvait considérer que le chat était à la fois et vivant et mort. Et donc, en fait, l'implication des familles, ça peut être vu un peu comme l'expérience du chat de Schrödinger. Ça peut être une bonne chose et une mauvaise chose. La seule façon de le savoir, c'est d'ouvrir la boîte et de tenter l'expérience. Merci à tous.